L'air de cette chambre est lourd. Une odeur de moisissure et de regret. C'est un motel bon marché. Au bord oublié de la ville. Le genre d'endroit où l'espoir vient pour mourir. Un unique néon grésille au-dessus de ma tête, jetant une lueur jaune maladive sur la moquette tachée et le papier peint qui s'écaille. Dans mes bras, ma fille, Léa, dort. Elle n'a que 3 semaines. Un être minuscule et parfait, complètement inconsciente de l'épave qu'est devenue notre vie. Elle est la seule chose pure en ce lieu. Mes yeux sont fixés sur la porte. Un avis d'expulsion est collé sur le bois éclaté. Les lettres rouges du mot « définitif » semblent me hurler dessus. Un rappel constant de ma chute. Il y a quelques semaines à peine, je dormais dans des draps de coton égyptien, dans une suite parentale avec vue sur les pins parasols de la Côte d'Azur. J'étais une épouse. J'étais propriétaire. J'étais en sécurité. Aujourd'hui, je ne suis qu'une statistique. Une autre mère célibataire au bord du sans-abrisme. Léa s'agite dans son sommeil, sa petite bouche esquissant de doux mouvements de succion. Je la serre plus fort, respirant l'odeur douce et lactée de ses cheveux. Mon cœur se serre d'un amour si féroce qu'il pourrait me briser les côtes. Et cet amour est enchevêtré avec une rage froide et dure. Une rage qui est devenue la seule chose qui me tient chaud la nuit. Il m'avait promis l'éternité. Il m'avait construit une maison de rêve, pour la vendre à elle pendant que je mettais sa fille au monde. Il n'a pas seulement pris ma maison. Il a pris mon avenir. Il a pris ma dignité. Et pour cela, je lui prendrai tout. 9 mois. C'est le temps qu'il faut pour créer une vie. C'est aussi le temps qu'il faut pour en démanteler une complètement. 9 mois plus tôt, je n'étais pas dans un endroit comme celui-ci. J'étais chez moi. L'odeur n'était pas celle de la moisissure. C'était le parfum propre et vif de la peinture fraîche et de la sciure de bois. Le parfum des nouveaux commencements. Je me tenais au centre de la chambre d'enfant, une main posée sur le rond de mon ventre. Et je souriais. Le soleil entrait à flot par la baie vitrée que j'avais spécifiquement conçue pour capter les rayons du matin. Il peignait des rayures dorées sur les murs jaunes pâles et dansait sur le berceau blanc que nous avions assemblé ensemble le week-end dernier. Tout était parfait. Presque. Je passais la main sur le bois lisse et frais du berceau. C'était ma maison. Pas seulement l'endroit où je vivais, mais ma maison. J'en avais conçu chaque centimètre carré. En tant qu'architecte d'intérieur, c'était mon chef-d'œuvre. L'aboutissement d'années de rêves et de croquis. J'avais mis mon âme dans l'espace de vie ouvert. Les poutres en bois de récupération. L'îlot de cuisine assez grand pour une vie entière de petits déjeuners en famille. C'était plus que du bois et du verre. C'était une structure bâtie d'amour et d'espoir. Une forteresse pour la famille que nous étions sur le point de fonder. Tu lui parles encore ? Je me suis retournée. Un large sourire s'étalant sur mon visage. Marc se tenait dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre avec ce charme facile qui m'avait captivé dès notre premier rendez-vous. Il était beau de cette manière classique et séduisante, mâchoire forte, yeux bleus chaleureux, et un sourire qui aurait pu vendre du sable dans le désert. Ce que, en tant qu'agent immobilier de prestige à Nice, il faisait presque. Je lui disais juste que sa chambre est prête, dis-je en caressant mon ventre. Maintenant, il ne manque plus qu'elle. Il traversa la pièce en 3 longues enjambées et m'enlaça par derrière, ses mains rejoignant les miennes sur mon ventre. Il blottit son visage dans mon cou, sa barbe de 3 jours chatouillant ma peau. Elle sera là avant qu'on s'en rende compte, murmura-t-il. Sa voix un grondement bas et réconfortant. Et elle va adorer la maison que sa brillante mère a construite pour elle. Je me suis adossée contre lui.
Mon cœur gonflé d'un bonheur si profond qu'il semblait tangible. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. Un mari aimant. Un enfant en route. Une maison que nous avions faite nôtre. Marc avait toujours été mon plus grand supporter, m'encourageant à quitter mon poste dans un grand cabinet pour lancer ma propre entreprise. Il célébrait mes succès comme s'ils étaient les siens et me soutenait dans mes moments de doute. Il était, en tout point, le mari parfait. Comment s'est passée ta journée? Demandai-je en me tournant dans ses bras pour lui faire face. Tu as conclu l'affaire pour la villa Henderson? Bien sûr, dit-il en me donnant un baiser rapide et confiant. Ils n'ont pas pu résister à mon charme. Il cligna de l'œil. Mais plus important, je t'ai apporté quelque chose. Il plongea la main dans la poche de sa veste sur mesure et en sortit un petit chocolat emballé. Ton préféré. Chocolat noir à la fleur de sel. Je gémis de plaisir en le déballant. Tu es le meilleur. Seulement pour mes 2 filles, dit-il. Les coins de ses yeux se plissant. Il faisait toujours des petites choses comme ça, se souvenir de mes friandises préférées. Laisser des mots doux sur le miroir de la salle de bain. Faire le plein de ma voiture pour que je n'aie pas à le faire. C'était un flux constant d'affection qui ne laissait aucune place au doute. J'étais la femme la plus chanceuse du monde. Plus tard dans la soirée, j'étais installée sur le canapé, esquissant des idées pour la rénovation de la cuisine d'un client, lorsque le téléphone de Marc vibra sur la table basse. Il était dans la cuisine en train de me chercher un verre d'eau. L'écran s'illumina avec un nom, Sophia Rossi. Je reconnus le nom. C'était une de ses collègues, une nouvelle agente de son cabinet, qu'il décrivait comme une véritable requin, incroyablement ambitieuse. Il revint dans la pièce, vit le téléphone, et son sourire se crispa de manière presque imperceptible. Il le prit et sortit sur la terrasse, refermant la baie vitrée derrière lui. C'était une habitude qu'il avait prise ces derniers mois. Prendre les appels professionnels à l'extérieur pour plus de confidentialité. Je n'y avais pas beaucoup pensé. Son travail était stressant et impliquait des informations financières confidentielles. C'était logique. Mais à travers la vitre, je pouvais voir sa posture changer. L'homme détendu et facile à vivre qui venait de me donner du chocolat avait disparu. Il faisait les 100 pas. Une main gesticulant vivement tandis qu'il parlait. Le front plissé. Sa voix était trop basse pour que je l'entende. Mais l'intensité de sa conversation était claire même à distance. Je sentis une petite piqûre de malaise. Inhabituelle. Après quelques minutes, il termina l'appel et rentra. Son sourire charmant se remettant parfaitement en place. Désolé pour ça, dit-il en me tendant l'eau. Sophia. Elle est un peu sur les nerfs. Elle panique à propos d'un problème de dernière minute avec une expertise. Tout va bien? Demandai-je. Ne t'inquiète pas pour ça, dit-il en m'embrassant le front. Je m'en suis occupé. C'est ce que je fais. Je règle les problèmes. Maintenant, range cet ordinateur. Tu es censé te reposer. Il prit doucement l'ordinateur de mes genoux et le remplaça par un pot de glace artisanale. La piqûre de malaise se dissolvit sous le poids de son affection. J'étais ridicule. Il travaillait dans un secteur compétitif et à haute pression. Bien sûr qu'il avait des appels stressants. Je ne devais pas douter de lui. Il m'aimait. Il construisait cette vie pour nous. Le lendemain, j'ai retrouvé ma meilleure amie, Chloé, pour notre café hebdomadaire. Chloé et moi étions inséparables depuis l'université. Elle était une avocate spécialisée en droit de la famille, brillante et redoutable. Le yin de mon yang créatif et un peu rêveur. Elle était pragmatique, cynique et farouchement loyale.
Tu es radieuse? Dit-elle alors que je m'asseyais, manœuvrant prudemment mon ventre autour de la petite table. Soit ça. Soit les hormones de grossesse t'ont finalement transformée en déesse radioactive. Je ris. C'est l'éclat de quelqu'un qui a enfin fini de peindre une chambre d'enfant. Je te jure. Si je vois une autre nuance de jaune pâle, je vais crier. Eh bien, c'est magnifique, dit-elle. J'ai vu les photos que tu as postées. Tu as tellement de talent. Ellie. Cette maison est une œuvre d'art. Merci. Dis-je. La poitrine gonflée de fierté. C'est mon bébé. Enfin. Mon premier bébé. Nous avons commandé nos boissons, un déca crème pour moi, un café allongé pour elle, et avons discuté de son dernier cas exaspérant et de mes dernières envies étranges de femme enceinte. Alors, comment va Monsieur Parfait? Demanda Chloé, remuant son café avec plus de force que nécessaire. Elle avait toujours été un peu méfiante envers Marc. Pas de manière ouverte, mais elle gardait une petite partie d'elle-même à distance de son charme. Elle l'appelait « Monsieur Parfait », avec une pointe de sarcasme que je choisissais toujours d'ignorer. Il est merveilleux, dis-je honnêtement. Il a été si attentionné. Tu aurais dû le voir essayer d'assembler le berceau. C'était comme regarder un homme essayer de se battre avec une pieuvre. Chloé sourit. Mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. C'est super. Ellie. Je suis heureuse pour toi. C'est juste que... Il a l'air si lisse. Presque trop lisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandai-je, mon ton un peu sur la défensive. Elle leva les mains en signe de reddition. Rien. Ne fais pas attention à moi. Je passe mes journées à fouiller dans les décombres des promesses rompues et des cartes de crédit secrètes. Ça m'a rendue méfiante envers tout le monde. C'est un type formidable. Et il t'adore? C'est évident. Mais la graine était plantée. Une petite pensée lancinante. Trop lisse. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je l'ai repoussé. Chloé ne le voyait pas quand il était détendu à la maison. Quand il me murmurait ses rêves dans le noir ou s'émouvait devant une publicité sentimentale. Elle ne voyait que le Marc Vance public. Le magnate de l'immobilier à succès. Elle ne le connaissait pas comme moi. Une semaine plus tard, les signaux d'alarme commencèrent à s'agiter un peu plus vigoureusement. Mais mon amour pour lui était un brouillard épais qui obscurcissait ma vue. Salut, ma chérie, dit-il en entrant dans mon bureau alors que j'étais en appel vidéo avec un client. Il mima un « désolé » et griffonna une note sur un bloc-notes, me la montrant. Dois partir à Genève pour le week-end. Gros client. Dernière minute. Je t'aime. Je lui lançai un regard interrogateur. Il haussa les épaules avec un sourire d'excuse, m'envoya un baiser et sortit. Quand mon appel fut terminé, je suis allé le trouver. Il était déjà en train de faire un sac de voyage. Genève? Ce week-end? Demandai-je, essayant de cacher ma déception. Mais on devait aller à ce cours de préparation à l'accouchement samedi. Je sais. Chérie. Je suis vraiment désolé, dit-il en venant me serrer dans ses bras. C'est énorme. Si je décroche ce client, ça nous mettra à l'abri pour des années. On pourra offrir le meilleur de tout au bébé. Tu n'auras plus à travailler? Sauf si tu en as envie. Il encadra mon visage avec ses mains. Son expression sincère. C'est pour nous. Pour notre famille. Comment pouvais-je argumenter contre ça? Il travaillait dur pour subvenir à nos besoins. C'était égoïste de ma part d'être contrarié pour un cours manqué. D'accord, dis-je en forçant un sourire. Fais juste.
Attention à toi. Toujours. Dit-il en m'embrassant profondément. Je t'appelle dès que j'atterris. Et je serai de retour avant que tu t'en rendes compte? Probablement avec un cadeau ridiculement cher pour me faire pardonner. Il est parti. Et la maison m'a soudain semblé trop grande. Trop silencieuse. J'ai erré dans les pièces. Ma main traînant le long des murs que j'avais conçus. J'ai fini dans la chambre d'enfant. Assise dans le fauteuil à bascule. Les mains sur mon ventre. Le bébé a donné un coup. Un coup de pied fort et rassurant contre ma paume. J'ai souri. C'était bon. Marc faisait ça pour nous. Nous étions une équipe. J'étais juste hormonale et trop sensible. J'ai passé le week-end à préparer le nid. Organisant les vêtements de bébé par taille et par couleur. Et mettant la touche finale à la fresque de 12 collines que j'avais peinte sur le mur de la chambre. J'ai parlé à Marc chaque soir. Il semblait fatigué mais excité. Me racontant ses réunions. Décrivant la vue de sa chambre d'hôtel. Tout semblait parfaitement normal. Parfaitement plausible. Avec le recul. Je le vois si clairement maintenant. Les conversations séparées. Les excuses vagues. La façon dont il utilisait notre avenir comme un bouclier pour cacher son présent. Il construisait une vie avec moi. Une vie de chambre d'enfant et de promesses. Tout en posant simultanément les bases d'une autre. Il ne vendait pas seulement des maisons. Il vendait un fantasme. Et j'étais sa cliente la plus dévouée. La plus insouciante. J'étais tellement concentrée sur la belle maison qu'il me promettait que je n'ai jamais pensé à vérifier les fondations. Et elles étaient pourries jusqu'à la moelle. La première contraction m'a frappée comme un éclair. Ce n'était pas le léger resserrement dont j'avais lu la description dans les livres de grossesse. C'était une crispation féroce et primale au fond de mon ventre qui m'a coupé le souffle et a brouillé ma vision. Je me suis agrippée au plan de travail de la cuisine. Mes jointures devenant blanches. Je n'étais qu'à 37 semaines. C'était trop tôt. Une autre vague m'a saisie. Plus forte cette fois. Un flot chaud de liquide a coulé le long de mes jambes. Trempant mon pantalon de jogging. Il n'y avait pas à s'y tromper. C'était réel. Ça arrivait maintenant. Mon premier instinct. Mon seul instinct. Fut Marc. J'ai cherché mon téléphone à tâtons. Mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine déverrouiller l'écran. J'ai trouvé son nom et j'ai appuyé sur appeler. Mon cœur martelant contre mes côtes. Il a sonné une fois. 2 fois. 3 fois. Ellie. Tout va bien? Répondit-il. Sa voix tendue et lointaine. Le son de la circulation en arrière-plan. C'est le moment. Halté-je. Appuyant mon front contre la porte froide du placard. Marc. Le bébé arrive. J'ai perdu les os. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Un temps de silence qui s'étira pendant une éternité. Pendant une seconde folle. J'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis il a parlé. Sa voix tendue par quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Maintenant? Tu es sûr? Oui. J'en suis sûr. M'écriai-je. Une nouvelle vague de douleur me faisant plier en deux. Les contractions sont déjà rapprochées. Tu dois rentrer. On doit aller à la maternité. D'accord. D'accord. Respire. Ma chérie. Dit-il. Mais il semblait distrait. Je pouvais l'entendre parler à quelqu'un d'autre. Sa voix étouffée. Écoute. Je suis au milieu de quelque chose. Quelque chose d'énorme. Plus énorme que la naissance de ton enfant? Demandai-je. Une lueur d'incrédulité perçant à travers la douleur. Non. Bien sûr que non. Ne sois pas comme ça. Dit-il.
Son ton apaisant? Condescendant. C'est le contrat dont je t'ai parlé? Celui qui nous mettra à l'abri pour la vie. Je suis littéralement à quelques minutes de le conclure. C'est pour nous. Ellie. Pour le bébé. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Peux-tu appeler Chloé? Peut-elle t'emmener à l'hôpital? Je vous y rejoindrai. Je te le promets. Je serai là dès que possible. Ces mots étaient un brouillard. Le contrat. Pour nous. Je te le promets. Les mêmes excuses qu'il utilisait toujours. Mais c'était différent. Ce n'était pas un cours de préparation à l'accouchement manqué. J'étais seule. Effrayée et en souffrance. Et mon mari choisissait un contrat commercial plutôt que moi. Plutôt que notre fille. Marc. Commençais-je? Mais la ligne était déjà morte. Il avait raccroché. Des larmes de douleur et de frustration coulaient sur mon visage. J'ai glissé sur le sol. Mon corps tremblant. Il ne venait pas. Pas tout de suite. En tout cas. J'étais seule. Ma main a de nouveau trouvé mon téléphone. Et avec des doigts tremblants, j'ai composé le numéro de Chloé. Elle a répondu à la première sonnerie. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle. Sa voix instantanément alerte. Elle savait toujours quand quelque chose n'allait pas. Le bébé. Sanglotai-je. Il arrive. Et Marc. Il est en réunion. Ce fils de pute. Siffla-t-elle. Sans une seconde d'hésitation. J'arrive. Je suis là dans 10 minutes. Tu as ton sac de maternité près de la porte? Oui. Murmurai-je. Bien. Déverrouille la porte d'entrée et essaie de respirer. Je m'occupe de tout. Tu n'es pas seul. Sa voix était une bouée de sauvetage dans un océan tourbillonnant de panique. J'ai fait ce qu'elle a dit. Rampant jusqu'à la porte et tâtonnant avec le verrou. Puis je suis resté allongé sur le carrelage frais de l'entrée. Chronométrant les vagues incessantes de contraction et attendant le bruit de sa voiture. Les heures qui suivirent furent un brouillard douloureux et désorientant. Chloé fut un roc. Une protectrice féroce. Elle m'a emmené à la maternité. S'est occupée des infirmières à l'accueil et m'a tenu la main à travers chaque contraction atroce. Sa présence calme contrastant fortement avec l'absence de mon mari. J'ai essayé d'appeler Marc plusieurs fois depuis la salle d'accouchement. Mais son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. Chaque appel sans réponse était comme une petite trahison. Une nouvelle fissure dans les fondations de notre vie parfaite. L'accouchement fut long et difficile. Les médecins et les infirmières allaient et venaient. Leur visage un mélange d'inquiétude professionnelle et de pitié. Ils posaient tous la même question. Votre mari est en route? Et à chaque fois, Chloé répondait pour moi. Sa voix sèche et froide. Il a été retardé. Après 18 heures d'efforts atroces. Avec Chloé me chuchotant des encouragements à l'oreille et mes propres cris résonnant dans la pièce stérile. Ma fille est née. Ils l'ont placée sur ma poitrine. Une petite créature vagissante avec une tête pleine de cheveux sombres et les yeux bleus de son père. Et à cet instant, tout le reste s'est évanoui. La douleur. La peur. La colère contre Marc, tout a disparu. Remplacé par un amour si pur et si écrasant qu'il a fait monter de nouvelles larmes à mes yeux. Bonjour. Léa. Murmurai-je. Ma voix rauque. Je suis ta maman. Ce n'est que près de 2 heures plus tard que Marc est finalement apparu. Il a fait irruption dans la pièce. Les cheveux en désordre et son costume froissé. Il portait un bouquet de roses ridiculement grand. Un ours en peluche et un sourire triomphant. Je suis là. Annonça-t-il. Sa voix résonnant dans la pièce silencieuse.
Je suis tellement désolée. Ma chérie. Le contrat était un cauchemar. Mais on l'a fait. On a conclu. On est à l'abri pour la vie. Il se précipita à mon chevet. Ses yeux tombant sur le petit paquet dans mes bras. Son visage s'adoucit instantanément. Oh! Mon Dieu! C'est elle? J'étais trop épuisée pour être encore en colère. Tout ce que je pouvais faire, c'était hocher la tête. Il se pencha et m'embrassa le front. Puis toucha doucement la joue de Léa avec son doigt. Elle est parfaite, souffla-t-il, les yeux remplis de larmes. Elle est absolument parfaite. Tout comme sa maman. Il jouait le rôle à la perfection. Le père attentionné, submergé par l'émotion. Il a roucoulé devant Léa. A pris une douzaine de photos et l'a tenue avec une aisance pratiquée qui m'a surprise. Il s'est excusé encore et encore d'avoir manqué la naissance, inventant une histoire de négociation à huis clos et d'imprévu de dernière minute. Et moi, affaibli par l'accouchement et transporté par l'euphorie de la nouvelle maternité, j'ai choisi de le croire. Je voulais le croire. Je voulais la famille parfaite dont j'avais rêvé. Et le voilà, complétant le tableau. Les 2 jours suivants à la maternité furent un tourbillon d'allaitement, de changement de couche et d'apprentissage du métier de mère. Marc était une présence constante, attentif et serviable. Il changeait les couches. Il répondait aux appels de notre famille et de nos amis. Il s'assurait que je ne manquais de rien. La colère que j'avais ressentie était enfouie sous une vague de soulagement. Nous étions une famille. Tout allait bien se passer. Le 3e jour, nous avons eu notre autorisation de sortie. L'infirmière m'a poussé en fauteuil roulant jusqu'au trottoir. Léa blottit en toute sécurité dans son nouveau siège auto. Le soleil brillait. Et l'air semblait frais et plein de promesses. Alors que Marc nous ramenait prudemment de l'hôpital, j'ai baissé les yeux sur ma fille dormant paisiblement et j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Nous rentrions à la maison. Dans notre maison. La belle maison que j'avais construite. Le havre de paix où nos vies allaient vraiment commencer. J'ai hâte de lui montrer sa chambre. Murmurai-je. Ma tête reposant contre la vitre fraîche de la fenêtre. Elle va adorer, dit Marc, tendant la main pour serrer la mienne. Notre petite fille. Dans notre maison parfaite. Tout est exactement comme il se doit. Il semblait un peu tendu. Un peu nerveux. Mais j'ai attribué cela au nerf d'un nouveau père. Il était probablement tout aussi dépassé que moi. Lorsque nous sommes arrivés dans notre allée, j'ai vu une berline noire et élégante que je ne reconnaissais pas, garée près du trottoir. Il y a quelqu'un? Demandai-je. Marc y jeta un coup d'œil puis détourna rapidement le regard. Ça doit être l'invité d'un voisin, dit-il. Sa voix un peu trop désinvolte. Allez. Je vous fais rentrer toutes les deux. Il m'a aidé à sortir de la voiture et à détacher le siège de Léa, le soulevant avec précaution. J'ai marché devant lui, cherchant mes clés dans mon sac à main. Mon corps endolori mais mon cœur s'envolant d'anticipation. J'avais hâte de franchir le seuil, de laisser l'hôpital derrière moi et d'entrer dans notre avenir. J'ai atteint la porte d'entrée. Une magnifique porte en chêne massif que j'avais choisie moi-même. Et j'ai glissé ma clé dans la serrure. Elle n'a pas tourné. J'ai froncé les sourcils, la secouant. Rien. Elle ne bougeait pas. C'est bizarre, dis-je en essayant à nouveau. La clé ne fonctionne pas. Attends. Laisse-moi essayer, dit Marc, déplaçant le siège auto sur son autre bras. Mais il ne fit aucun mouvement pour prendre les clés. Il se tenait juste là. Une expression étrange et indéchiffrable sur le visage.
Avant qu'il ne puisse dire un autre mot. La porte s'ouvrit. Une femme se tenait dans l'embrasure. C'était Sofia Rossi. Elle ne portait pas de tailleur. Elle était vêtue d'un pantalon de yoga et d'un pull doux. Ses cheveux sombres attachés en une queue de cheval décontractée. Elle avait l'air à l'aise. Chez elle. Elle tenait une tasse à la main et en but une lente gorgée tandis que ses yeux me parcouraient, observant mon jogging d'hôpital et l'air épuisé de mon visage. Son regard s'attarda un instant sur le bébé endormi dans les bras de Marc. J'étais complètement confuse. Sofia? Qu'est-ce que tu fais ici? Demandai-je. Un rire nerveux m'échappant. Marc t'a demandé de déposer quelque chose? Elle ne sourit pas. Son expression était un masque froid et impassible. Elle regarda de moi à Marc. Une communication silencieuse passant entre eux que je ne pouvais pas déchiffrer. Puis ses yeux se posèrent de nouveau sur moi. Froid et dédaigneux. Je peux vous aider? Demanda-t-elle. Sa voix aussi lisse et dure que du marbre poli. La question était si bizarre, si déplacée, que je ne pouvais pas la comprendre. Quoi? Non. C'est ma maison. J'habite ici. Balbutiai-je, cherchant une explication du côté de Marc. Mais il ne voulait pas croiser mon regard. Il fixait le sol, la mâchoire serrée. Une terreur froide, plus glaciale que n'importe quel vent d'hiver, commença à me parcourir l'échine. Sofia haussa un sourcil parfaitement dessiné. Un petit sourire cruel joua sur ses lèvres alors qu'elle s'appuyait contre le cadre de la porte, montrant clairement qu'elle n'avait aucune intention de bouger. Plus maintenant, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une pitié condescendante. C'est ma maison. Maintenant. Les mots restèrent suspendus dans l'air, tranchants et scintillants comme des éclats de verre. C'est ma maison. Maintenant. Mon esprit refusait de les accepter, de les assembler en une signification cohérente. Cela ressemblait à une réplique de film, à une mauvaise blague. Je fixai Sofia. La courbe suffisante de ses lèvres. Puis mon regard vacilla vers Marc. Il était la clé. Il allait clarifier tout ça. Il allait rire et dire à Sofia d'arrêter ses bêtises. Puis il me ferait entrer. Marc? Dis-je. Ma voix une petite chose tremblante. De quoi est-ce qu'elle parle? Il me regarda enfin. Et ce que je vis dans ses yeux me glaça le sang. Ce n'était pas de la confusion ou de la colère. C'était de la pitié. Et de la culpabilité. Un puits profond et sans fond de culpabilité. Il ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit. Il secoua juste légèrement la tête. Un geste pathétique et défait. À cet instant, je sus. Je ne savais pas le comment ni le pourquoi. Mais je sus. Ce n'était pas une blague. Sors de mon chemin, dis-je à Sofia. Ma voix soudainement basse et dangereuse. Une montée d'adrénaline. Un instinct de protection primaire pour l'enfant dans les bras de mon mari et la maison dans mon dos. Éclipsa momentanément mon épuisement postpartum. J'ai fait un pas en avant, avec l'intention de la bousculer. Sofia ne s'y a pas. Elle leva simplement une main. Je ne ferai pas ça, dit-elle calmement. Vous violez une propriété privée. Une propriété privée? Hurlai-je, le son s'arrachant de ma gorge. J'ai conçu cette maison. J'ai choisi le parquet et les couleurs de peinture et les putains de poignées de porte. C'est ma maison. C'était votre maison, corrigea-t-elle. Comme si elle expliquait un concept simple à un enfant. Maintenant, c'est la mienne. Demandez à votre mari. Il a les papiers. Ma tête se tourna brusquement vers Marc.
Il était toujours là. Tenant notre fille. Une statue de lâcheté. La petite. Léa. Sentant la tension. Commença à s'agiter. Son petit visage se plissant alors qu'elle laissait échapper un cri fin et plaintif. Marc. Pour l'amour de Dieu. Dis quelque chose. Suppliai-je. Ma voix se brisant. Élie. S'il te plaît. Marmonna-t-il enfin. Sa voix pâteuse. Ne faisons pas ça ici. Allons juste. Allons quelque part pour parler. Aller quelque part? Aller où? M'écriai-je. Désignant sauvagement la maison. C'est ici. C'est notre vie. Qu'est-ce que tu as fait? Sophia laissa échapper un soupir impatient. Écoutez. Je suis sûre que tout cela est très dramatique pour vous. Mais j'aimerais retourner à mon café. Marc? Tu sais où envoyer ces affaires. Le transfert légal est terminé. La propriété est à moi. Elle me toisa une dernière fois. Une lueur de triomphe dans les yeux. Avant de reculer et de me fermer la porte en chêne massif au nez. Le déclic du verrou résonna dans le silence soudain et assourdissant. Je suis resté là. À fixer le grain du bois que je connaissais si well. Mon esprit un vide complet et total. Je ne pouvais plus respirer. Le monde bascula sur son axe. Les bords de ma vision se brouillant. Mes jambes, faibles et tremblantes après l'accouchement, ont finalement cédé. Je me suis effondré sur le paillasson. Celui qui disait bienvenue chez nous. Et un sanglot rauque me déchira. Marc bougea enfin. Plaçant doucement le siège auto sur la balancelle du Porsche avant de se précipiter à mes côtés. Élie. Je peux tout expliquer. Dit-il en essayant de m'aider à me relever. Je repoussai ses mains d'un coup sec. Le contact de sa peau me brûlant. Ne me touche pas. Crachai-je. Les mots ayant le goût du poison. Ne me touche plus jamais. Je ne sais pas comment j'ai réussi à me relever. Je ne sais pas comment j'ai trouvé mon téléphone. Tout ce que je savais, c'est que j'avais besoin de Chloé. J'ai composé son numéro. Et quand elle a répondu, tout ce que j'ai pu sortir fut un seul mot étranglé. Chloé. Elle a compris immédiatement. Où es-tu? Chez moi. Sanglotai-je. Je veux dire. Je ne sais pas. Reste où tu es. Ordonna-t-elle. Ne bouge pas. J'arrive te chercher. Les 20 minutes suivantes furent un tableau silencieux de misère. Je suis restée assise sur les marches froides en béton de mon Porsche. Les bras enroulés autour de moi. Tandis que Marc faisait les 100 pas sur la pelouse. S'arrêtant de temps en temps pour essayer de me parler. Je l'ai ignoré. Mes yeux fixés sur une fissure dans le pavé. Il était un étranger pour moi maintenant. Un monstre portant le visage de l'homme que j'aimais. Il avait ramené notre fille nouveau-née à la maison depuis l'hôpital uniquement pour qu'on lui claque la porte au nez. La cruauté de cet acte était à couper le souffle. Quand la voiture de Chloé s'arrêta en crissant des pneus au bord du trottoir, elle sauta dehors avant même que le moteur ne soit éteint. Elle observa la scène moi. Brisé sur les marches. Marc. Le mari coupable faisant les 100 pas à proximité. Le bébé. Toujours dans son siège auto sur la balancelle du Porsche et son visage se durcit en un masque de fureur froide. Elle passa devant Marc comme s'il n'existait pas. Elle s'accroupit devant moi. Ses mains douces sur mes épaules. Élie. On y va. On vous sort d'ici. Toi et le bébé. Elle m'aida à me relever et guida mon corps tremblant jusqu'à sa voiture. Puis elle retourna sur le Porsche. Ses mouvements vifs et efficaces. Elle foudroya Marc du regard. Donne-moi le bébé. Ordonna-t-elle. Sa voix ne laissant aucune place à la discussion.
Il lui tendit docilement le siège auto. Chloé attacha Léa sur la banquette arrière de sa voiture avec une tendresse qui contrastait avec la colère qui émanait d'elle. Elle s'installa au volant et se tourna vers moi. « On va régler ça. » dit-elle. Sa voix douce mais ferme. « Je te le promets. » Alors que nous nous éloignions du trottoir? J'ai regardé en arrière par la lunette arrière. J'ai vu Marc debout. Seul sur le trottoir? Devant le chef-d'œuvre que j'avais créé. Un monument à une vie qui venait de m'être volée. Les lumières à l'intérieur s'allumèrent, projetant une lueur chaude et accueillante. Quelqu'un d'autre vivait ma vie. Quelqu'un d'autre était dans ma maison. L'appartement de Chloé était au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur dans le centre-ville. C'était petit et confortable. Encombré de piles de livres de droit et de dossiers. Mais c'était propre et sûr. C'était l'antithèse complète de ma maison spacieuse et minimaliste. Elle m'installa sur son canapé-lit, qu'elle avait préparé avec des draps frais, et posa le siège auto de Léa sur la table basse. « Je vais te faire un thé, » dit-elle. « Et ensuite je vais appeler quelques personnes. Toi, tu restes assise là et tu respires. Ton seul travail en ce moment, c'est toi et elle. » Elle pointa un doigt vers le bébé endormi. Les jours qui suivirent furent un brouillard gris et sans relief de désespoir. Mon corps était un champ de bataille de la récupération postpartum. J'avais mal. Je saignais. J'étais épuisée. Mes seins étaient soit douloureusement engorgés, soit fuyaient à travers mon t-shirt. Et mon cœur. Mon cœur était brisé en 1 million de morceaux. J'ai accompli les gestes pour m'occuper de Léa. Je l'ai nourrie. Je l'ai changée. Je l'ai tenue dans mes bras. Son petit poids chaud contre ma poitrine était la seule chose qui semblait réelle. La seule chose qui me rattachait au monde. Mais dans les moments calmes entre les deux, quand elle dormait, je restais simplement assise sur le bord du canapé à fixer le mur. Mon esprit rejouant cette scène à la porte d'entrée encore et encore. Le regard suffisant sur le visage de Sophia. La culpabilité dans les yeux de Marc. Le clic final et assourdissant de la serrure. Marc a essayé d'appeler. Des dizaines de fois. Il a envoyé un barrage de SMS rempli d'excuses pathétiques et de supplications pour parler. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai fait ça pour nous. S'il te plaît. Ellie. Je t'aime. Je les ai tous supprimés sans répondre. Chloé a proposé de déposer une ordonnance restrictive. Mais je n'avais même pas l'énergie d'y penser. L'homme que j'avais épousé avait disparu. Cette nouvelle personne était un étranger. Et je ne voulais rien de lui. Pendant que je dérivais dans un océan de chagrin, Chloé est partie en guerre. Elle passait ses journées au téléphone. Sa voix basse et tranchante, remplie d'un jargon juridique que je ne comprenais pas. Elle rencontrait des collègues, consultait les registres de propriété et fouillait dans les finances de Marc. Chaque soir, elle rentrait avec une mine sombre, et je savais que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Finalement, environ 1 semaine après l'implosion de notre monde, elle s'est assise en face de moi. Léa dormait dans un berceau emprunté dans le coin. Le visage de Chloé était pâle, et ses yeux étaient remplis d'un mélange de rage et de tristesse. J'ai le tableau complet maintenant. Ellie, dit-elle doucement. Et c'est moche. J'ai juste hoché la tête, ma gorge trop serrée pour parler. Il n'a pas seulement vendu la maison. Commença-t-elle. Sa voix stable. Il planifiait ça depuis des mois. Il a liquidé des actions communes. Déplacé de l'argent de notre compte épargne joint vers un compte privé. Il t'a essentiellement dépouillé de tous les actifs pour lesquels nous aurions pu nous battre. J'ai tressailli. Mais le coût financier n'était rien comparé au coût émotionnel que j'avais déjà subi.
Mais la maison. Comment a-t-il pu la vendre sans ma signature? Mon nom est sur l'acte de propriété. Chloé prit une profonde inspiration. C'était la partie qu'elle redoutait. Tu te souviens? Il y a environ 3 mois. Quand tu as signé une grosse pile de papier pour la renégociation du prêt immobilier? Il t'a dit qu'il avait trouvé un moyen d'obtenir un taux d'intérêt beaucoup plus bas. Je m'en souvenais vaguement. J'étais au milieu d'un énorme projet. Travaillant tard tous les soirs. Marc était entré dans mon bureau avec un dossier épais. Tout sourire et assurance. Il avait pointé quelques pages. Signe ici et ici. Ma chérie. Juste des trucs standards. Ça nous fera économiser des milliers d'euros par an. Je lui faisais confiance. Bien sûr. Je lui faisais confiance. J'aurais signé n'importe quoi qu'il m'aurait présenté. Les yeux de Chloé étaient remplis de douleur pour moi. L'un des documents qu'il t'a fait signer n'était pas pour la renégociation. C'était une procuration. Une procuration notariée spécifique et durable qui lui donnait le droit exclusif d'agir en ton nom dans toutes les transactions immobilières et financières liées à la propriété. Il l'a enfoui au milieu de la pile. C'est notarié. C'est légal. C'est blindé. L'air m'a manqué. Une procuration. La confiance que je lui avais accordée. Transformée en arme contre moi. Le stylo dans ma main avait été l'instrument de ma propre destruction. Il a utilisé ce document pour signer à ta place. Continua Chloé. Sa voix à peine un murmure. Il a vendu la maison à Sophia pour 1 euro symbolique. 1 euro? Demandai-je. Ma voix engourdie. C'est une manœuvre légale. Il lui en a effectivement fait don pour éviter certaines taxes et pour que tout paraisse propre sur le papier. L'argent. Le vrai argent de vos comptes joints. Était probablement leur caisse noire pour financer toute cette opération. Légalement. Élie. Il avait le droit de le faire. Le document que tu as signé lui a donné ce droit. Il s'est joué de toi depuis le début. La vente est complètement dévastateur légal. Voilà. La vérité dure. Laide. Inéluctable. Je n'avais pas seulement été trahi par mon mari. J'avais été escroqué. Toute notre vie ensemble. Les mots d'amour. Les paroles de soutien. Les rêves partagés, tout cela n'était qu'une longue et élaborée performance. Il n'était pas seulement un adultère. C'était un voleur. Il n'avait pas seulement volé ma maison. Il avait volé ma vie. Mon avenir. Et il avait utilisé ma propre main pour le faire. Une pensée glaçante se fraya un chemin dans mon esprit. Le timing. La clôture du contrat. Il avait attendu que je sois au plus vulnérable. En plein travail. Pour finaliser sa trahison. Il s'était assuré que j'étais piégée. Impuissante et distraite par la naissance de notre enfant pendant qu'il signait la cession de notre maison. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Ces mains qui avaient conçu cette maison. Qui avaient tenu mon mari. Qui avaient mis ma fille au monde. Elle tremblait. Je n'étais pas seulement une victime. J'étais complice de ma propre ruine. Et le poids de cette connaissance. La cruauté pure et calculée de tout cela. Était une obscurité si complète que j'ai cru qu'elle allait m'engloutir. Pendant longtemps. L'obscurité fut tout ce que je connus. Le deuil n'était pas un visiteur. C'était la maison dans laquelle je vivais désormais. C'était l'air que je respirais. La nourriture que je ne pouvais pas goûter. Le silence qui hurlait à mes oreilles quand Léa dormait. Je restais assise sur le canapé de Chloé pendant des heures. Un biberon chaud devenant froid dans ma main. Mon esprit un écran de télévision plein de parasites. Incapable de capter la moindre pensée claire. L'architecte ambitieuse. L'épouse heureuse. La future mère, cette femme était morte.
Elle était morte sur le porche de sa propre maison. À sa place se trouvait un fantôme. Une coquille vide accomplissant les mouvements mécaniques de la survie. Chloé faisait de son mieux. Elle rentrait avec mon plat à emporter préféré. Mettait des films qu'elle savait que j'aimais. Et me parlait de tout sauf de Marc. Elle ne me bousculait jamais. Elle créait juste un petit espace sûr pour que je puisse me briser. Et elle était toujours là pour aider à ramasser les morceaux. Environ un mois après le début de ma nouvelle vie sans couleur, une entreprise de déménagement livra quelques dizaines de cartons à l'immeuble de Chloé. Mes affaires. Ou ce qu'il en restait. Marc les avait apparemment payés pour emballer mon bureau. Mon dressing et quelques objets sentimentaux. Et me les envoyer. C'était un autre acte de cruauté calculé déguisé en courtoisie. Une rupture finale et dédaigneuse de notre vie. Il n'avait même pas eu le courage de le faire lui-même. Les cartons restèrent empilés contre le mur du salon de Chloé pendant des jours. Une montagne de cartons d'une vie que je ne reconnaissais plus. Ils semblaient radioactifs. Je ne pouvais pas me résoudre à les toucher. Tu n'es pas obligé de les trier si tu ne veux pas. Dit Chloé un soir. Voyant mes yeux fixés sur la pile. On peut les mettre dans un garde-meuble. Non. Dis-je. Ma voix rauque à force de ne pas servir. Je devrais. Il pourrait y avoir. Des affaires de bébé. Des choses dont Léa a besoin. C'était une excuse. Mais c'était la seule qui pouvait me faire bouger. Alors j'ai commencé. Un carton à la fois. C'était un exercice de torture. Chaque objet était une mine de souvenirs. Mon pull préféré. Celui que Marc disait toujours qui rendait mes yeux plus brillants. Une collection de magazines d'architecture avec des pages que j'avais cornées pour lui montrer. Une photo encadrée de nous en lune de miel. Nos visages rayonnant d'un avenir qui s'est avéré être un mensonge. À chaque objet, je ressentais une nouvelle pointe de douleur. Je triais les choses en deux piles, à garder et à jeter. La pile à jeter grandissait beaucoup plus vite. Je le purgeais. Je purgeais la vie que nous avions eue. Essayant d'effacer les preuves de ma propre bêtise. La plupart des cartons étaient les miens. Mais un, poussé au fond, était différent. C'était une vieille boîte à chaussures, poussiéreuse et fermée par du ruban adhésif, avec « Marc, souvenir » griffonné sur le côté de son écriture familière. Mon premier réflexe fut de jeter la boîte entière dans la pile à jeter. De la brûler sans une seconde pensée. Mais quelque chose m'a arrêté. Une curiosité morbide. Je voulais voir ce que l'homme que j'avais épousé avait jugé bon de conserver. J'ai coupé le ruban adhésif avec une paire de ciseaux et j'ai ouvert le couvercle. Elle était remplie des souvenirs habituels. De vieux billets de concert de nos premiers rendez-vous. Une fleur séchée d'un bouquet qu'il m'avait offert. Une bande de photos de photomatons idiotes où nous faisions des grimaces. Tout était si douloureusement normal. Si déchirant de fausseté. C'était une boîte d'accessoires de la pièce de théâtre de notre mariage. Ma main effleura quelque chose de dur et de petit au fond de la boîte. Je l'ai sortie. C'était une fine clé USB noire. Je ne la reconnaissais pas. Ce n'était pas celle qu'il utilisait pour le travail. Celle-là était argentée et attachée à son porte-clés. C'était autre chose. Quelque chose de caché. Mon cœur commença à battre un peu plus vite. Cela faisait partie de son monde privé. Un monde qu'il avait clairement gardé séparé de moi. J'aurais dû la jeter. J'aurais dû la casser en deux et l'enterrer au fond de la poubelle. Mais je ne pouvais pas. C'était comme une clé. Une clé de quoi? Je ne savais pas. Mais après des semaines à me sentir totalement impuissante, la possibilité de savoir, de comprendre, était une drogue à laquelle je ne pouvais pas résister. J'ai attendu que Chloé soit au travail le lendemain. Léa faisait la sieste dans son couffin.
Sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme paisible. L'appartement était silencieux. J'ai pris la clé USB et l'ordinateur portable de Chloé et je me suis assise à sa petite table de cuisine. Mes mains tremblaient en insérant la clé dans le port USB. Une fenêtre est apparue à l'écran, montrant le contenu de la clé. C'était un seul dossier, protégé par un mot de passe. Bien sûr. Mon esprit s'emballa, fouillant dans les débris de notre vie commune. Anniversaire, date de naissance, surnom. J'ai tout essayé. Billy et Marc. 12 052 020. Vance 01. Rien. Accès refusé. Je me suis penchée en arrière, frustrée. J'étais sur le point d'abandonner quand un lointain souvenir a refait surface. Nous étions en voyage. Il y a des années. En voiture à travers la montagne. Nous étions passés devant un champ où un magnifique Golden Retriever poursuivait un frisbee. Marc l'avait montré du doigt. Si jamais on prend un chien, avait-il dit. C'est ça que je veux. On l'appellera Ranger. Nous n'avons jamais eu de chien. Le moment n'était jamais le bon. C'était une autre de ces belles promesses vides. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. C'était peu probable. Mais cette clé venait de sa vie secrète. Peut-être que le mot de passe venait d'un rêve secret. Je l'ai tapé. RANGER23. J'ai appuyé sur Entrée. Le dossier s'est ouvert. Mon souffle s'est coupé. Il n'était pas rempli de photos ou de fichiers personnels. C'était une collection méticuleusement organisée de feuilles de calcul, de documents et de sous-dossiers. Les noms de fichiers étaient cryptiques. Roi Projet Henderson. Développement chaîne vert. Potentiel client. J'ai cliqué sur la première feuille de calcul. Des colonnes de chiffres dansaient devant mes yeux. Des adresses. Des prix d'achat. Des prix de vente. Et une autre colonne intitulée « Frais de consultation ». Les frais étaient énormes. Parfois autant que le profit de la vente elle-même. Et ils étaient tous dirigés vers une société holding dont je n'avais jamais entendu parler, S. R. Entreprise. S. R. Sophia Rossi. J'ai cliqué sur un autre fichier. Un document Word. C'était un modèle. Un script. C'était un ensemble détaillé d'instructions sur la façon d'identifier les clients vulnérables, les personnes âgées, les récents divorcés, les personnes en difficulté financière. Il décrivait comment gagner leur confiance, comment exploiter leur désespoir, comment masquer les frais et gonfler les coûts. C'était le manuel d'un prédateur. Mon sang se glaça. Ce n'était pas seulement une pratique commerciale agressive. C'était une fraude systématique et prédatrice. Puis j'ai trouvé le dossier intitulé « Propriété Vence ». Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait des emails. Des centaines d'entre eux, échangés entre Marc et Sophia au cours de l'année écoulée. J'ai commencé à lire. Et le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'étaient pas des lettres d'amour. C'étaient des communications d'affaires. Froides et cliniques. Ils discutaient de moi comme si j'étais un problème à gérer. Sophia, elle commence à se méfier des appels tard dans la nuit. Sois plus prudent. Marc, ne t'inquiète pas. Je l'ai dans ma poche. Elle est trop occupée à choisir des berceaux pour remarquer quoi que ce soit. Elle signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Sophia, la procuration doit être signée cette semaine si nous voulons conclure dans les temps. Tu l'as bien enfoui dans les documents de renégociation ? Marc, bien sûr. Elle verra juste le taux d'intérêt plus bas et signera les yeux fermés. La cliente la plus facile que j'ai jamais eue. Sophia, et pour le timing ? Le bébé doit bientôt arriver. Marc, c'est parfait.
Elle sera distraite. Le temps qu'elle sorte de la maternité et réalise ce qui s'est passé. Tu seras installé et ce sera une affaire conclue. Elle est émotive. Elle va s'effondrer. Pas se battre. La cliente la plus facile que j'ai jamais eue. Les mots se sont gravés dans mon cerveau. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait profilé. Il avait analysé mes faiblesses, ma confiance, mon amour, ma grossesse et les avait exploitées avec une précision chirurgicale. Je n'étais pas sa femme. J'étais une cible. Léa n'était pas notre fille. Elle était une distraction. Le dernier fichier que j'ai ouvert était une simple liste. Une liste de noms. Des dizaines. À côté de chaque nom, il y avait une adresse de propriété et un chiffre, le montant d'argent que Marc et Sophia leur avaient escroqué. C'étaient ses autres victimes. Les personnes qu'il avait détruites avant d'en arriver à moi. J'étais juste le dernier nom sur sa liste. Celle qu'il avait trahi le plus intimement. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le silence de l'appartement était assourdissant. Le fantôme qui avait habité mon corps depuis un mois avait disparu. Le deuil, la tristesse, le désespoir creux, tout cela avait été consumé dans un éclair blanc et brûlant de rage pure et non diluée. Il pensait que j'étais émotive. Il pensait que j'allais m'effondrer. Il pensait que je ne me battrais pas. Il m'avait profilé. Oui. Mais il avait fait une erreur de calcul critique et catastrophique. Il avait pris mon amour pour de la faiblesse. Il avait pris ma confiance pour de la stupidité. Il pensait m'avoir enterré. Mais il n'avait fait que planter une graine. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au couffin, regardant ma fille endormie. Son visage était si paisible. Si innocent. Il avait essayé de l'utiliser comme un outil dans son jeu malsain. Il avait essayé de construire sa nouvelle vie sur les ruines de la nôtre. Une clarté froide et calme s'est installée en moi. Il ne s'agissait plus d'une maison. Je ne la récupérerai jamais. Et je n'en voulais plus. Elle était souillée. Une scène de crime. Il ne s'agissait plus d'un cœur brisé. Les cœurs peuvent se réparer. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de châtiment. Il avait construit un empire de mensonges. Un rêve volé à la fois. Et moi, l'architecte, j'allais dessiner les plans de sa démolition. Il n'a pas seulement pris ma maison. Il a pris mon avenir. Et pour cela, je lui prendrai tout. La rage ne s'est pas éteinte. Elle s'est refroidie. Se durcissant en quelque chose de solide et de tranchant. Comme de l'obsidienne. Quand Chloé est rentrée ce soir-là, elle ne m'a pas trouvé en larmes sur le canapé. Elle m'a trouvé à sa table de cuisine. Son ordinateur portable ouvert. Mon visage illuminé par la lueur de l'écran. Léa était dans un porte-bébé attaché à ma poitrine. Dormant profondément contre le battement régulier et rythmé de mon cœur nouvellement déterminé. Ellie, dit Chloé. Sa voix prudente en posant sa mallette. Tu es debout. Je le suis. Dis-je. Ma voix égale et froide. Je n'ai pas quitté l'écran des yeux. Il faut que tu vois ça. Pendant l'heure qui suivit. Je lui ai tout expliqué. La clé USB cachée. Le mot de passe. Les feuilles de calcul détaillant ses frais de consultation frauduleux. Le manuel de prédateur qu'il utilisait pour cibler ses victimes. Les emails avec Sophia. Ceux qui mettaient à nu toute leur conspiration. Je lui ai montré la liste des noms. Chloé se tenait derrière moi. Une main sur mon épaule. Son choc initial se transformant en une fureur professionnelle familière. L'amie réconfortante avait disparu. Et l'avocate à l'esprit vif avait pris sa place. Ses yeux parcouraient les documents. Son esprit traitant les implications juridiques.
L'ampleur de la criminalité. Quand j'eus fini. Elle resta silencieuse un long moment. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda les lumières de la ville. Le dos tourné. C'est plus qu'un sale divorce? Ellie. Dit-elle enfin. Sa voix tendue. C'est une association de malfaiteurs en vue d'escroquerie. C'est du racket. C'est un crime. Plusieurs. Très nombreux crimes. Elle se tourna vers moi. Les yeux flamboyants. On peut le détruire avec ça. On peut donner cette clé au procureur de la République. Et ils l'enterreront sous une prison. Il y a 1 an. Cela aurait été ma réponse. Laisser le système s'en charger. Mais le système m'avait fait défaut. Un document légal, ma propre signature, avait été utilisé pour me rendre sans abri. Ma foi dans le système avait disparu. Non. Dis-je. Ma voix calme mais ferme. Ce n'est pas assez. Chloé fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas assez? Il ira en prison pendant des années. Il ira en prison. Et Sophia passera probablement un accord et s'en sortira avec du sursis. Rétorquai-je. Le plan commençant déjà à se former dans mon esprit. Ses actifs seront gelés et bloqués dans des batailles juridiques pendant une décennie. Les victimes verront peut-être quelques centimes. Si elles ont de la chance. Et nous? Dis-je. Faisant un geste entre moi et le bébé endormi sur ma poitrine. Nous n'aurons rien. Il sera un criminel. Mais il sera un martyr dans son propre esprit. Une victime d'un système qui l'a attrapé. Ce n'est pas la justice. Alors qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en revenant vers la table. Son regard intense. La justice. Dis-je en la regardant droit dans les yeux. C'est qu'il perde tout. Pas seulement sa liberté. Sa réputation. Son argent. Le respect de ses pairs. Je veux qu'il soit ruiné. Publiquement et complètement. Je ne veux pas que l'État le fasse tomber. Je veux qu'il sache que c'est moi qui l'ai fait. Chloé me fixa. Un lent sourire s'étalant sur son visage. L'amie était de retour. Mais elle était différente maintenant. Elle n'était pas là pour me réconforter. Elle était là pour conspirer. D'accord. Dit-elle en tirant une chaise. J'en suis. Alors? Quel est le plan? L'architecte? La liste de noms sur la clé USB devint notre Bible. Nous avons passé les 2 jours suivants à faire des recherches sur chacun d'eux, en les recoupant avec les registres publics. Beaucoup étaient des personnes âgées, leurs maisons appartenant désormais à des sociétés écrans. Certains avaient déménagé, disparu, probablement trop honteux ou brisés pour se battre. Mais un nom est ressorti, Monsieur Dubois. Selon les registres de propriété, il avait perdu une petite auberge de famille dans le Vieux-Nice. Une propriété qui appartenait à sa famille depuis des générations. Et il vivait toujours dans la région. C'est notre meilleure chance, dis-je en montrant son nom. Il a été l'une des plus grosses victimes de Marc. Et il est local. Il a des racines ici. C'est un risque, prévint Chloé. Il pourrait avoir trop peur de s'impliquer. Il pourrait même appeler Marc et le prévenir. C'est un risque que nous devons prendre? Insistai-je. Nous ne pouvons pas faire ça seuls. Nous avons besoin d'une autre voix. Quelqu'un dont il a ruiné la vie. Chloé a trouvé un numéro de téléphone pour lui. C'est moi qui ai passé l'appel. J'ai répété ce que j'allais dire. Mais quand une voix fatiguée et méfiante a répondu, le script s'est envolé de ma tête. Monsieur Dubois? Dis-je. Mon cœur battant à tout rompre. Je m'appelle Éléonore Vance. Vous ne me connaissez pas? Mais mon mari était Marc Vance.
Et je crois qu'il vous a fait la même chose qu'à moi. Il y eut un lourd silence à l'autre bout du fil. Puis, un long soupir las. Je n'ai rien à dire sur cet homme, dit-il. Sa voix plate et dépourvue d'émotion. Il était sur le point de raccrocher. Il a volé ma maison pendant que j'étais à l'hôpital en train de donner naissance à sa fille. Dis-je. Les mots se bousculant. Il nous a laissés sans rien. J'ai des preuves. Monsieur Dubois. Je sais comment il a fait. Je connais les sociétés écrans. Les frais gonflés. Je sais tout. S'il vous plaît. Rencontrez-moi. 10 minutes. C'est tout ce que je demande. Une autre pause. Je pouvais l'entendre respirer. Où ? Demanda-t-il finalement. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un petit café anonyme à mi-chemin entre la ville et la banlieue. C'était un homme plus âgé. Peut-être dans la soixantaine avancée. Avec des yeux gentils assombris par une profonde tristesse. Il se tenait comme un homme qui avait été vaincu. Les épaules affaissées. Le regard fixé sur le sol. Il a commandé un café noir et n'y a pas touché. J'ai commencé à parler. Je ne lui ai pas montré la clé USB tout de suite. Je lui ai juste raconté mon histoire. Je lui ai parlé de la maison que j'avais conçue. De la procuration enfouie dans les papiers. Du moment où Sophia a ouvert ma porte d'entrée. Tandis que je parlais, j'ai vu une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Il avait vécu une version de cette histoire ? Lui aussi. Il m'a dit que c'était un partenariat ? Dit Monsieur Dubois. Sa voix à peine un murmure. Il fixa sa tasse de café intacte. Mon auberge était vieille. Elle avait besoin de réparations que je ne pouvais pas me permettre. Il est venu me voir avec une proposition. Il investirait l'argent de son entreprise pour la rénover et la mettre aux normes. Et nous partagerions les bénéfices des nouveaux baux. Il était si charmant. Si convaincant. Il disait vouloir préserver le caractère historique du quartier. Il leva enfin les yeux vers moi. Ses yeux brillants de larmes non versées. J'ai signé les papiers. Il m'a noyé sous la paperasse. Mon français n'est pas si bon pour ces choses-là. Je pensais signer un accord de partenariat. Au lieu de cela, je signais la cession de mon titre de propriété. J'ai donné l'auberge que mon père m'a laissée pour des frais de rénovation de 10 000 € qu'il a inventés. Le temps que mon fils, l'avocat, voit les papiers. Il était trop tard. Il en était propriétaire. Il l'a revendu un mois plus tard avec 1 million d'euros de profit et je n'ai rien vu. Je suis vraiment désolé. Murmurai-je. Ma propre perte me semblant soudain plus petite face à la sienne. J'ai perdu plus qu'un bâtiment ? Dit-il. Sa voix épaisse de honte. J'ai perdu l'héritage de ma famille. Mon fils. Il me regarde différemment maintenant. Comme si j'étais un imbécile. Vous n'étiez pas un imbécile. Dis-je. Ma voix féroce. Vous avez été ciblé. Moi aussi. J'ai sorti l'ordinateur portable de Chloé de mon sac. Je l'ai retourné et lui ai montré la clé USB. Marc était méticuleux. Il gardait des archives de tout. J'ai ouvert le dossier à son nom et lui ai montré les emails. Les factures truquées. La feuille de calcul interne qui détaillait le profit exact que Marc et Sophia avaient tiré de sa propriété. Il fixa l'écran. Son visage devenant pâle. Voir la preuve froide et dure de leur conspiration semblait drainer le peu de combativité qui lui restait. À quoi bon ? Dit-il en secouant la tête. C'est fini. Ils ont gagné. Non. Dis-je en me penchant en avant. Ma voix intense. Ils n'ont pas encore gagné. Ils nous croient brisés. Ils pensent que nous allons simplement disparaître. Tout l'empire de Marc est construit sur des fondations de mensonges.
Mais il est devenu arrogant. Il se croit intouchable. Mais je connais quelque chose sur les fondations. Monsieur Dubois. Et je sais comment trouver les fissures. J'ai baissé les yeux sur Léa, qui dormait sur mes genoux. Il pense m'avoir tout pris, dis-je, ma voix s'adoucissant. Mais il m'a laissé avec la seule chose pour laquelle je dois me battre. Ce que je veux, ce n'est pas seulement le faire arrêter. Je veux l'exposer si complètement que plus personne ne lui fera jamais confiance. Je veux reprendre la seule chose qu'il ne supporte pas de perdre, sa réputation. Mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin d'un visage pour ces crimes. Quelqu'un de respecté dans la communauté qui peut se lever et dire « Voilà ce qu'il m'a fait ». Monsieur Dubois regarda de l'écran de l'ordinateur, à mon visage, puis à ma fille. Il l'observa longtemps, son expression indéchiffrable. Finalement, il tendit une main tremblante et toucha doucement le sommet de sa tête. « Ma petite fille a son âge ?» dit-il doucement. Il retira sa main et prit une profonde inspiration, ses épaules affaissées se redressant juste un peu. « D'accord. Madame Vance ?» dit-il en croisant mon regard avec une nouvelle détermination. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» L'alliance était forgée. Avec Chloé gérant la stratégie juridique et Monsieur Dubois fournissant un lien crucial avec les transactions passées de Marc, je pouvais enfin me concentrer sur ma partie du plan. Mon rôle était unique. J'allais utiliser ma propre expertise, le talent même que Marc avait prétendu admirer, comme une arme. L'appartement de Chloé fut transformé en notre salle de guerre. Nous avons racheté un immense tableau blanc, et j'ai commencé à cartographier tout l'empire immobilier de Marc. Chaque propriété que lui et Sophia avaient développée et vendue au cours des 5 dernières années. Monsieur Dubois nous a aidés à obtenir des documents de ses anciens dossiers. Et Chloé a utilisé son accès juridique pour obtenir les permis de construire et les plans publics. J'ai étalé les plans de ces projets phares sur le sol du salon de Chloé. C'étaient des bâtiments que j'avais autrefois admirés. Maintenant, je les regardais avec l'œil d'un prédateur. Je ne regardais pas les lignes élégantes ou l'utilisation innovante de l'espace. Je cherchais les raccourcis, les tricheries, les violations du code de la construction. En tant qu'architecte, je connais le langage de la construction. Je sais que derrière chaque belle façade, il y a un squelette d'acier, de béton et de réglementation. Et je savais qu'un homme comme Marc, si concentré sur le profit, aurait pris des raccourcis. Et je les ai trouvés. Partout. J'ai trouvé des preuves qu'il utilisait des plaques de plâtre moins chères et non ignifugées dans un immeuble de condo, économisant des millions mais mettant des dizaines de familles en danger. J'ai trouvé des rapports structurels sur un bâtiment commercial qui avait été clairement falsifié pour ignorer un problème de fondation. J'ai trouvé des permis qui avaient été obtenus avec une rapidité suspecte, suggérant que des inspecteurs de la ville avaient été soudoyés. Chaque violation était une fissure dans ses fondations. Je les ai surlignés en rouge, les plans saignant lentement de ces crimes. Je travaillais sans relâche, souvent tard dans la nuit, avec Léa dormant dans une écharpe contre ma poitrine. Le travail complexe, la concentration intense, c'était thérapeutique. Le deuil qui m'avait paralysé était canalisé en une rage productive et ciblée. Je n'étais plus une victime. J'étais une chasseuse, et je construisais méticuleusement un piège. Marc et Sophia préparaient leur plus grand lancement à ce jour. Une tour de luxe qu'ils avaient nommée l'apogée. C'était censé être le joyau de leur carrière. Et j'allais m'assurer que ce serait la pierre tombale de leur empire. L'invitation est arrivée à l'appartement de Chloé dans une épaisse enveloppe couleur crème, embossée d'un logo argenté et élégant, un thal stylisé pour l'apogée. Elle m'était adressée, transférée de mon ancienne adresse. Une provocation cruelle et finale.
À l'intérieur, le carton invitait l'élite de la ville à la grande soirée de lancement de la tour de luxe la plus attendue de la Côte d'Azur. C'était l'aboutissement de tout ce que Marc et Sophia avaient volé. Un monument à leur cupidité bâti sur les fondations de vie brisées. C'était censé être leur couronnement. Et j'allais m'assurer que ce serait leur exécution. Pendant les 2 semaines suivantes, notre salle de guerre fut une ruche d'activité. Ma partie, l'expertise architecturale, était terminée. Il s'agissait maintenant de logistique. Chloé, utilisant son expertise juridique, a rassemblé les preuves en un récit clair et accablant. Monsieur Dubois, utilisant ses relations dans l'ancien milieu des affaires, a discrètement contacté certains des autres noms de notre liste. Il ne leur a pas demandé de se joindre à un procès. Il leur a simplement demandé d'assister à une fête. Ma préparation la plus importante n'avait rien à voir avec l'épreuve. Il s'agissait de me retrouver. J'ai utilisé une petite partie de mes économies restantes pour acheter une robe. Elle n'était pas extravagante, mais elle était élégante et forte, un bleu nuit profond qui ressemblait à une armure. Je me suis fait couper et coiffer les cheveux. Quand je me suis regardée dans le miroir, je n'ai plus vu le fantôme aux yeux creux des premières semaines. J'ai vu une femme. Une mère. Une survivante. J'étais prête. La nuit de la soirée était claire et fraîche. La tour de l'apogée griffait le ciel nocturne. Une lance scintillante de verre et d'acier. Des voituriers en uniformes impeccables s'empressaient d'ouvrir les portes de voitures de luxe. Et un flot de robes de créateurs et de smoking sur mesure se déversait dans le bâtiment. Le hall d'entrée était une cathédrale de richesse. Avec un plafond immense. Des sols en marbre et une sculpture abstraite massive. Le champagne coulait de fontaines. Et un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Marc et Sophia se tenaient près de l'entrée, accueillant leurs invités. Ils étaient le roi et la reine de la soirée. Marc était radieux dans un smoking sur mesure. Son sourire éblouissant. Sa main posée avec assurance dans le creux du dos de Sophia. Elle était à couper le souffle dans une robe rouge sang. Des diamants coulant de ses oreilles et de sa gorge. Ils avaient l'air puissants, intouchables et totalement satisfaits d'eux-mêmes. Je ne suis pas entrée par la porte principale. Un ami de Chloé. Un spécialiste en informatique qui lui devait une faveur. Était arrivé plus tôt en se faisant passer pour un membre de l'équipe audiovisuelle. Il avait un cadeau pour moi, une clé USB contenant notre présentation et un accès dérobé au système de projection de l'événement. Désormais contrôlé par une simple application sur mon téléphone. Mon billet n'était pas l'invitation dans mon sac à main. C'était le téléphone dans ma main. Monsieur Dubois et les 5 autres victimes que nous avions réussi à contacter étaient déjà à l'intérieur, dispersés dans la foule. Ils avaient pour instruction de simplement se fondre dans la masse, de profiter des boissons gratuites, jusqu'à leur moment. Chloé était mon chauffeur, mon soutien, attendant dans la voiture à un pâté de maison. J'étais seule. Je suis entrée par une porte de service latérale. Mon cœur un tambour froid et régulier dans ma poitrine. Léa était en sécurité avec une baby-sitter de confiance. Recommandée par Chloé. C'était une nuit pour les monstres. Pas pour les anges. J'ai trouvé un endroit calme dans l'ombre d'une grande plante en pot en mezzanine. Un point de vue parfait surplombant tout le hall. Je pouvais les voir. Mais ils ne pouvaient pas me voir. J'ai regardé Marc rire. Serrer des mains et accepter les félicitations. C'était un maître dans son art. Vendant le fantasme de lui-même autant que le fantasme de ses bâtiments. Après une heure de mondanité, un silence se fit dans la foule alors que Marc et Sophia montaient sur scène. Un écran massif, de 6 mètres de haut, descendit derrière eux, affichant le logo scintillant de l'apogée. Sophia parla la première. Sa voix douce et exercée
remerciant leurs investisseurs et la ville pour leur soutien. Puis elle passa le micro à Marc. Il rayonna, savourant les applaudissements. Merci. Commença-t-il. Sa voix résonnant dans l'espace caverneux. Merci à tous d'être ici ce soir pour célébrer non seulement un bâtiment, mais une nouvelle vision pour notre ville. Quand nous avons commencé ce projet, nous n'avions qu'un seul objectif, construire plus que de simples appartements de luxe. Nous voulions construire une communauté. Un lieu fondé sur la confiance, la qualité et la promesse d'un avenir meilleur. L'hypocrisie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. La confiance. Il osait utiliser ce mot. Il poursuivit son discours, rempli de platitudes vides sur le travail acharné et l'intégrité. C'était un véritable artiste, peignant un chef-d'œuvre de mensonges. J'ai regardé les visages dans la foule. Ils étaient captivés, suspendus à ses lèvres. Ils voyaient un visionnaire, un pilier de la communauté. Ils n'avaient aucune idée de qui il était vraiment. Mais ils étaient sur le point de le découvrir. Cet édifice. L'apogée, dit-il. Sa voix gonflant d'une émotion fabriquée alors qu'il atteignait son apogée, est un témoignage de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous bâtissons sur des fondations solides. C'est un symbole de notre engagement envers vous, nos partenaires, nos clients, notre ville. C'est notre héritage. C'était mon signal. Fondation solide. Depuis l'ombre de la mezzanine, j'ai ouvert l'application sur mon téléphone. Mon doigt plana au-dessus d'un unique bouton rouge sur l'écran qui disait « Exécuter ». J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé. Sur l'écran massif derrière Marc, le logo scintillant de l'apogée se mit à grésiller. Il clignota, se déforma, puis disparut, remplacé par le texte brut, en noir et blanc, d'un email. Marc, ne t'inquiète pas. Je l'ai dans ma poche. Elle est trop occupée à choisir des berceaux pour remarquer quoi que ce soit. Elle signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Un murmure confus parcourut la foule. Marc, aveuglé par les lumières de la scène, ne l'avait pas encore vu. Il hésita une seconde. Son rythme brisé par la réaction de la foule. Mais il essaya de continuer. Un héritage de confiance et... L'écran changea de nouveau. Un autre email. Sophia, la procuration doit être signée cette semaine. Tu l'as bien enfoui dans les documents de renégociation? Maintenant? Les murmures s'intensifièrent. Les gens pointaient l'écran. Marc se tourna enfin. Son sourire confiant se figeant sur son visage alors qu'il lisait les mots. La couleur quitta ses joues. Sophia, debout à côté de lui, semblait pétrifiée. L'écran passa à la feuille de calcul. Aux colonnes de « Frais de consultation » gonflées. Au nom « S. R. Entreprise ». Puis au manuel de prédateur. Ces instructions cyniques défilant lentement pour que tous les voient. Marc attrapa le micro. Sa main tremblante. Mesdames et messieurs, il semble que nous ayons quelques difficultés techniques. Balbutia-t-il. Il n'y a pas de difficultés techniques? Monsieur Vance. La voix venait de la foule. C'était Monsieur Dubois. Il s'avança calmement vers la scène, sa posture n'étant plus affaissée et défaite, mais droite et fière. La foule s'écarta pour lui. Il n'avait pas besoin de micro. Sa digne quiétude commandait l'attention de la salle. Je m'appelle Jean-Pierre Dubois, dit-il. Sa voix claire et forte alors qu'il s'arrêtait au pied de la scène. Et ce que vous voyez sur cet écran n'est pas un bug. C'est la vérité. Marc Vance est venu me voir et m'a promis un partenariat.
Il a promis de sauver l'auberge de ma famille. Au lieu de cela, il a utilisé des documents trompeurs pour me la voler, me laissant sans rien d'autre que la honte. Tandis qu'il parlait, un autre homme se leva d'une autre partie de la salle. Un homme âgé dans un costume simple. Puis une femme d'une 50aine d'années. Son visage gravé d'une colère tranquille. Puis deux autres. Ils ne dirent pas un mot. Ils se contentèrent de se tenir debout. Témoins silencieux. Leur présence un cœur puissant et accablant. Le hall était en plein chaos. Le bavardage suffisant avait été remplacé par des halètements choqués et des chuchotements frénétiques. Les investisseurs dévisageaient Marc. Leurs visages des masques de fureur et d'incrédulité. La presse, qui était là pour couvrir un lancement immobilier, se bousculait maintenant, sentant une histoire bien plus importante. Marc et Sophia étaient piégés sur scène, exposés sous les lumières crues, leur royaume s'effondrant autour d'eux. Sophia chuchotait furieusement à l'oreille de Marc, mais il semblait catatonique, les yeux écarquillés d'horreur en fixant les preuves en cascade de ses crimes sur l'écran derrière lui. Maintenant, c'était mon tour. Je suis sorti de l'ombre de la mezzanine et j'ai descendu le grand escalier. La foule, remarquant le nouveau mouvement, se tut. Tous les yeux de la salle se tournèrent vers moi. Je marchais d'un pas lent et délibéré, mes talons claquant sur le sol en marbre. Je ne regardais pas les visages choqués des invités. Je ne regardais pas Sophia. Je ne regardais que Marc. Je me suis arrêté au bas de la scène, à quelques mètres de Monsieur Dubois. Je ne tenais que mon téléphone. Je n'en avais pas besoin. Ma présence suffisait. Les yeux de Marc trouvèrent enfin les miens. En eux, je vis tout, la confusion, puis la reconnaissance, puis l'incrédulité totale et destructrice. Il me regarda comme s'il voyait un fantôme. Le fantôme de la proie facile qui était censé s'effondrer. Pas se battre. Je laissai le silence planer dans l'air un instant de plus. Je le laissai me voir, forte et entière. Je le laissai voir l'architecte de sa ruine. Puis, j'ai élevé la voix. Sans crier, mais en m'assurant qu'elle était assez claire pour que tout le monde l'entende. Tu as pris notre maison, dis-je. Ma voix stable et froide. Alors j'ai pris ton royaume. Comme par un signal, les grandes portes vitrées du hall s'ouvrirent. Mais ce n'était pas un invité en retard. C'étaient deux policiers en uniforme, suivis d'une paire d'inspecteurs en civil. Les gyrophares rouges et bleus de leur voiture de patrouille pulsaient à travers le hall, baignant les visages paniqués de la foule d'une lueur infernale. Ils se dirigèrent directement vers la scène. C'était fini. Le monde explosa en une supernova de flash. Pendant un instant, le hall de l'apogée fut un ballet chaotique de panique et d'incrédulité, figé dans les éclats stroboscopiques d'une douzaine d'appareils photo de presse. Les chuchotements qui avaient parcouru la foule quelques instants auparavant étaient devenus une vague rugissante de sons. Marc et Sophia se tenaient sur scène, baignés dans les lumières clignotantes rouges et bleues des voitures de police. Deux statues dans un musée de cire de leur propre ruine. Je vis les yeux de Marc se fixer sur les inspecteurs qui approchaient. Et les derniers vestiges de son sang-froid volèrent en éclats. Le charmant agent immobilier, le visionnaire, le roi de la Côte d'Azur, il avait disparu. À sa place se trouvait un homme acculé et terrifié. Pour Sophia, c'était une autre histoire. Son choc s'était déjà durci en un masque de fureur froide. Elle me lança un regard de haine pure et non diluée. Une promesse silencieuse d'une guerre qui était loin d'être terminée. Mais j'en avais déjà fini. Ma partie était terminée. Alors que les inspecteurs commençaient à monter calmement les marches de la scène, je sentis une main sur mon bras. C'était Chloé. Je ne l'avais même pas vue entrer.
Il est temps d'y aller, dit-elle. Sa voix basse et urgente. Notre travail ici est terminé. Laissons les charognards nettoyer les os. Elle avait raison. Mon but n'avait jamais été de les regarder se faire emmener menotter. Mon but était la chute elle-même, l'anéantissement public et indéniable de leur réputation. Tout ce qui suivrait serait de la jubilation. Et j'étais trop fatiguée pour ça. Chloé me guida à travers la foule stupéfaite, qui s'écarta pour nous comme si j'étais un fantôme. Je ne regardais personne. Je gardais les yeux fixés sur la sortie. Nous nous sommes éclipsés par une porte latérale juste au moment où les premiers journalistes commençaient à remarquer mon départ et à se ruer dans notre direction. L'air nocturne était froid et pur contre mon visage brûlant. Nous sommes montés dans la voiture de Chloé et elle s'est éloignée du trottoir, laissant derrière nous les lumières clignotantes et la fête qui implosait. J'ai regardé dans le rétroviseur, observant la magnifique tour de verre s'éloigner dans la distance. C'était un bel édifice. Un beau mensonge. La voiture resta silencieuse pendant plusieurs longs pâtés de maison. L'adrénaline qui avait été un feu rugissant dans mes veines pendant des semaines commençait enfin à s'apaiser, laissant des cendres froides et un profond sentiment de vide à sa place. J'avais gagné. J'avais fait l'impossible. J'avais détruit l'homme qui m'avait détruite. Alors pourquoi ne me sentais-je pas victorieuse? Ça va? Demanda doucement Chloé en me jetant un coup d'œil. Je ne sais pas ce que je suis, répondis-je honnêtement. J'ai appuyé ma tête contre le siège et fermé les yeux. Je me sens juste vide. C'est la chute d'adrénaline, dit-elle, sa voix pleine de compréhension. Tu as été en mode combat ou fuite pendant 2 mois. Tu n'es pas faite pour redescendre de ça en un instant. C'est normal de ne pas se sentir bien. Ellie. Tu viens de démolir une montagne à main nue. C'est normal que ça te laisse fatiguée. Quand nous sommes retournés à son appartement, la babysitter lisait sur le canapé, et le seul son était le doux bourdonnement du babyphone. Léa dormait paisiblement, ignorant béatement le tremblement de terre que sa mère venait de provoquer. Après avoir payé la babysitter, je suis allée au couffin et je suis restée là, à regarder ma fille respirer. Sa petite poitrine parfaite se soulevait et s'abaissait. Elle était réelle. Elle était mon sol solide dans un monde qui s'était transformé en sable mouvant. La rage qui m'avait nourrie avait disparu. Et à sa place, cet amour féroce et tranquille recommença à s'infiltrer, comblant les fissures. Le lendemain matin, l'histoire était partout. C'était le sujet principal de toutes les chaînes d'information locales. La première page du quotidien régional. Ils appelaient ça le « scandale de l'apogée ». Mon visage était affiché à côté de ceux de Marc et Sophia. Les médias, privés d'une interview avec moi, avaient créé leur propre récit. Pour certains, j'étais une héroïne, une championne des opprimés. Pour d'autres, j'étais une ex-femme vengeresse, une femme bafouée. Ils se trompaient tous. Je n'étais ni une héroïne ni une méchante. J'étais juste une mère qui avait été poussée à bout. Chloé a géré les appels. Un bulldog féroce gardant ma vie privée. Pas de commentaires, répétait-elle. Encore et encore. Aux journalistes des journaux locaux et des agences de presse nationales. Madame Vance ne fera aucune déclaration pour le moment. J'étais reconnaissante pour le silence. J'avais raconté mon histoire sur cet écran. Je n'avais rien de plus à dire. Quelques jours plus tard, nous avons été convoqués à une réunion avec le bureau du procureur de la République. La procureure, une femme brillante nommée Éléonore Schmitt, nous a accueillis non pas avec méfiance mais avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'admiration. Madame Vance, dit-elle en me serrant fermement la main. Je suis procureure depuis 20 ans. Et on ne m'a jamais
Jamais présenté un dossier aussi magnifiquement emballé. Les preuves sur cette clé USB sont le rêve d'un procureur. C'est propre. C'est organisé. C'est dévastateur. Vous ne nous avez pas seulement donné un dossier contre Vance et Rossi. Vous nous avez donné une condamnation. Nous sommes restés avec elle et son équipe pendant des heures, leur expliquant les fichiers. J'ai expliqué la fraude architecturale, les violations du code de la construction que j'avais découvertes. Monsieur Dubois, qui était venu avec nous, a fait une déposition calme et digne sur sa propre expérience, sa voix ne tremblant plus de honte mais stable de détermination. L'équipe de la procureure a pris des notes méticuleuses. Leur excitation palpable. Avec la nature publique de votre révélation, expliqua Schmitt. Et le témoignage de Monsieur Dubois et des autres victimes que vous avez rassemblées. Vance et Rossi se sont vus refuser la libération sous caution. Ils présentent un risque de fuite massif. Leurs actifs ont été gelés. Leurs carrières sont terminées. Quel que soit le résultat du procès. C'était une bonne nouvelle. C'était tout ce que j'avais voulu. Mais tout cela semblait étrangement distant. Comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Le processus judiciaire allait maintenant s'éterniser pendant des mois. Peut-être des années. Il y aurait des dépositions. Des audiences. Un procès. Mais ma part était terminée. La guerre était gagnée. Maintenant, je me retrouvais sur un champ de bataille silencieux, entouré par les décombres, et je devais trouver comment construire une vie à partir de cela. Cette nuit-là, le vide est revenu, plus lourd qu'avant. Léa était grognon, luttant avec un peu de colique. J'ai fait les 100 pas dans le petit salon de Chloé avec elle, lui tapotant le dos, fredonnant une berceuse sans mélodie. Les lumières de la ville scintillaient derrière la fenêtre. De l'autre côté de la ville, l'homme que j'avais autrefois promis d'aimer pour toujours était assis dans une cellule de prison à cause de moi. La maison dans laquelle j'avais mis mon âme était une scène de crime, scellée par du ruban judiciaire. La victoire ressemblait beaucoup à une perte. Des larmes que je ne savais pas qu'il me restait commencèrent à couler sur mon visage, silencieuses et chaudes. Je ne pleurais pas pour Marc. Je pleurais pour la femme que j'avais été, la femme naïve et confiante qui croyait en l'éternité. Je pleurais pour la vie que Léa était censée avoir. Celle avec un père qui l'aimait et une maison qui était sûre. Détruire Marc n'avait rien ramené de tout cela. Cela n'avait pas guéri la blessure de sa trahison. Cela n'avait pas effacé le souvenir du sourire suffisant de Sophia dans l'embrasure de ma porte. La vengeance avait été un feu nécessaire et purificateur. Mais elle avait tout consumé, laissant le sol stérile. Léa se calma enfin, son petit corps se détendant contre mon épaule. J'ai baissé les yeux sur elle. Son visage paisible dans le sommeil. Sa petite main agrippant une poignée de ma chemise. Et une pensée nouvelle, terrifiante et pourtant libératrice, a pris racine dans mon esprit. Ma vie ne tournait plus autour de lui. Elle ne le pouvait plus. J'avais passé des mois consumés par son souvenir. Ses crimes. Le besoin de le voir puni. Toute mon existence avait été une réaction à lui. Mais il était parti maintenant. Un fantôme dans un système que je ne contrôlais plus. Ma vie devait tourner autour d'elle. Et elle devait tourner autour de moi. Pas Éléonore Vance. La victime. Pas Éléonore Vance. La vengeresse. Juste Éléonore. Une architecte. Une mère. Une femme qui devait construire de nouvelles fondations. À partir de zéro. Sur un sol brisé. Le lendemain, j'ai ouvert un des cartons qui étaient restés dans le coin depuis leur arrivée. C'était le carton avec mes vieux carnets de croquis et mes crayons à dessin. Mes doigts tremblaient légèrement en prenant un crayon. Il semblait étranger dans ma main.
Je n'avais rien conçu depuis des mois. Je m'étais seulement concentré sur la démolition. J'ai ouvert une page blanche. Pendant longtemps, je l'ai juste fixée. L'étendue blanche était intimidante. C'était un avenir que je n'avais pas prévu. Mais alors que Léa gazouillait dans son couffin à côté de moi, une idée a commencé à se former. Pas un grand dessin. Pas un chef-d'œuvre. Juste une petite forme. Une ligne. Une fenêtre pour laisser entrer la lumière du matin. J'ai commencé à dessiner. Ce n'était pas pour un client. Ce n'était pas pour un portfolio. C'était pour moi. Je dessinais une maison. Pas la maison que j'avais perdue. Mais une nouvelle. Plus petite. Plus simple. Un cottage. Peut-être. Un endroit avec un jardin pour que Léa puisse jouer. Un endroit construit non pas sur des fondations de mensonges, mais sur des fondations de résilience. Ce n'était qu'un croquis. Juste le fantôme d'une idée. Mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti la plus faible lueur d'espoir. Je n'étais pas seulement une architecte de la ruine. Je pouvais encore être une architecte de rêve. Il faudrait juste que ce soit de nouveaux rêves. Les mois qui suivirent furent un étrange purgatoire. Le monde avançait. Mais ma vie était arrimée au rouage lent et grinçant du système judiciaire. La procédure judiciaire contre Marc et Sophia devint un véritable cirque médiatique. Chloé, fidèle à sa parole, me protégea du pire. Mais leur visage était inévitable aux informations. En couverture des magazines à la caisse du supermarché. Ils avaient l'air hagards, dépouillés de leur pouvoir et de leur glamour, réduits à 2 accusés dans des costumes mal coupés. Mon témoignage fut la pièce maîtresse de l'accusation. Le jour venu, je suis entré dans la salle d'audience sans sentiment de vengeance ni de peur, mais étrangement calme. Je me suis assise à la barre des témoins. Le bois poli frais sous mes mains. Je n'ai pas regardé le jury ni le public. J'ai regardé directement Marc. Il était assis à la table des accusés. Un fantôme de l'homme que j'avais épousé. Ses costumes sur mesure avaient disparu, remplacés par une version bon marché et de prêt-à-porter qui pendait mollement sur sa silhouette. Son sourire confiant avait disparu, remplacé par une moue maussade et permanente. Il ne voulait pas croiser mon regard. Il fixait ses mains. Un lâche jusqu'au bout. Le procureur m'a guidé à travers mon histoire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement dit la vérité. Ma voix égale et claire. J'ai parlé de la maison que j'avais conçue. De l'amour que je pensais que nous avions. De la confiance que je lui avais accordée. J'ai expliqué la procuration. Le moment sur le porche. La découverte de la clé USB. Je n'étais pas une épouse bafouée. J'étais un témoin d'un crime. Présentant les faits tels que je les connaissais. Mon calme semblait le déstabiliser plus que n'importe quel éclat n'aurait pu le faire. C'était la preuve ultime qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Monsieur Dubois a témoigné après moi. Sa voix remplie d'une digne quiétude qui a captivé la salle d'audience. D'autres victimes ont suivi. Le poids de leurs histoires combinées. De tant de vies systématiquement démantelées pour le profit. Était écrasant. Le jury n'a délibéré que pendant moins de 4 heures. Le verdict fut coupable. Sur tous les chefs d'accusation. Association de malfaiteurs. Escroquerie. Racket. Alors que le président du jury lisait la décision, Sophia ferma les yeux et ses épaules s'affaissèrent de défaite. Marc se contenta de fixer le vide. Comme s'il ne pouvait pas comprendre que son charme l'avait finalement trahi. Ils furent condamnés 1 mois plus tard. Marc reçut 15 ans de prison ferme. Sophia, pour son rôle de co-conspiratrice, en reçut 10. Leur empire avait disparu.
Leur liberté avait disparu. Le chapitre était, enfin et véritablement, clos. À la suite du procès, un recours collectif, organisé par Chloé au nom de toutes les victimes, a abouti à un règlement important. Les actifs qui avaient été gelés, y compris les produits du projet L'Apogée, qui avaient été abandonnés par ses investisseurs et saisis par les banques, furent liquidés et distribués entre les personnes que Marc et Sophia avaient escroquées. Un après-midi, Chloé est arrivée à son appartement, que j'appelais encore ma maison, en agitant un chèque de banque à la main. C'était ma part du dédommagement. C'était une somme d'argent substantielle. Assez pour tout recommencer. Assez pour construire quelque chose de nouveau. Il y a encore une chose, dit-elle. Son expression indéchiffrable. La maison. Ton ancienne maison. Elle fait partie de la liquidation des actifs. Elle passe aux enchères judiciaires la semaine prochaine. Mon cœur a raté un battement. La maison. Mon chef-d'œuvre. Ma scène de crime. Tu pourrais la racheter. Tu sais, dit Chloé doucement. Tu as plus qu'assez d'argent maintenant. Tu pourrais la récupérer? Ellie. Tu pourrais rentrer chez toi. Pendant une seconde fugace, son image m'a attirée. La lumière du soleil dans la chambre d'enfant, la sensation des comptoirs en quartz frais, la vue sur les pins depuis la fenêtre de la chambre. Mais les souvenirs étaient souillés maintenant. J'ai imaginé le visage suffisant de Sophia dans l'embrasure de la porte. L'écho du verrou me barrant l'accès. J'ai imaginé les mensonges de Marc, murmurés dans des pièces que j'avais conçues pour être remplies d'amour. Ce n'était pas une maison. C'était un mausolée. Un magnifique tombeau pour une vie morte. Y retourner ne serait pas une victoire. Ce serait un emprisonnement. Me piégeant à jamais dans le passé. Non. Dis-je. La réponse me venant avec une certitude absolue. Ce n'est plus ma maison. Laissons-la partir. Que quelqu'un d'autre l'ait. Ma maison est ailleurs. Chloé sourit. Un large sourire soulagé. J'espérais que tu dirais ça. Et c'est ainsi que j'ai commencé à construire. Je n'ai pas construit avec colère ou par dépit. J'ai construit avec espoir. J'ai pris l'argent du dédommagement et j'ai acheté un petit terrain oublié sur la côte. À 1 heure de route de la ville. Il se trouvait sur une falaise surplombant la mer. Un endroit magnifique et balayé par le vent qui sentait le sel et les roses sauvages. J'ai passé l'année suivante de ma vie à concevoir et à superviser la construction de ma nouvelle maison. C'était l'opposé complet de mon ancienne. Là où cette maison avait été grande et impressionnante, une pièce maîtresse conçue pour être admirée, celle-ci était petite et humble. Conçue pour être vécue. C'était un cottage simple et moderne, fait de cèdre chaud et de verre. Il n'avait pas d'entrée caverneuse ni de salle à manger formelle. Il avait une cuisine confortable qui s'ouvrait sur un unique espace de vie. Une petite chambre pour moi. Et une encore plus petite pour Léa. Chaque fenêtre était positionnée pour faire face à la mer. Pour laisser entrer la lumière infinie du lever du soleil et la douce lueur du coucher du soleil. J'ai utilisé des matériaux honnêtes, bois de récupération, pierre locale, béton poli. Rien n'était faux. Rien ne prétendait être ce qu'il n'était pas. C'était une maison avec de l'intégrité. C'était une maison conçue pour guérir. Un an jour pour jour après la soirée de l'apogée, nous avons emménagé. Il n'y avait pas de camion de déménagement. Juste ma voiture, remplie de nos quelques affaires. J'ai porté Léa. Maintenant une petite fille curieuse à la démarche chancelante et aux yeux bleus de son père. Pour franchir le seuil. Je ne sentais aucun fantôme ici. Seulement des possibilités. La scène finale de mon ancienne vie était faite d'obscurité et de trahison.
La scène finale de cette nouvelle vie est faite de lumière. C'est la fin de l'après-midi. Le soleil est une boule orange ardente qui s'enfonce dans la Méditerranée. Et sa lumière chaude inonde notre petit salon. Léa, s'agrippant au bord de la table basse pour se soutenir, fait un pas hésitant. Puis un autre. Elle lâche prise. Son visage un portrait parfait de concentration. Elle fait 1, 2, 3 pas chancelant au centre de la pièce avant de tomber doucement sur le tapis moelleux. Elle me regarde. Sa bouche s'ouvrant sur un large sourire édenté. Si fière de son propre voyage. Je la prends dans mes bras. Enfouissant mon visage dans ses cheveux doux et propres. Elle sent le soleil et la mer. À travers la grande baille vitrée, je peux voir les vagues s'écraser sur le rivage en contrebas. Le son est un rythme régulier et apaisant. Le battement de cœur de notre nouveau monde. J'ai perdu une maison. Une structure magnifique construite sur des fondations de mensonges. Mais j'ai trouvé un foyer. J'ai appris qu'un foyer n'est pas un endroit qu'on vous donne. C'est un endroit que vous construisez. Ce n'est pas une question de mètre carré ou de finition de créateur. C'est une question de la sécurité que vous créez. De la lumière que vous laissez entrer. C'est la sensation du petit corps chaud de ma fille dans mes bras. C'est la certitude que je suis assez forte pour être à la fois ses fondations et son toit. Marc a pris mon passé. Il a essayé de prendre mon avenir. Mais à la fin, il n'a réussi qu'à me montrer ce que j'étais vraiment capable de construire par moi-même. Et cette vie, cette petite vie belle et honnête, est un chef-d'œuvre qu'il ne pourra jamais toucher.